euh, allons-y, commençons une bonne fois et pour toutes. Donc, je vais quand même relire l'histoire, là, le contexte. Donc, le but de ce laboratoire est de vous permettre de mettre en pratique la création et l'exploitation d'une application mobile interagissant avec une base de données distante. Et le mot distante est très important ici parce que, comme on le verra dans quelques laboratoires, il existe aussi une base de données locale, native à la plateforme Android, qui s'appelle SQLite. Donc, mais on sait que un téléphone mobile ou une tablette, ben, c'est quelque chose qui a une quantité de ressources limitée. Je peux pas sauvegarder des terras et des terras de données sur mon téléphone localement. Donc, quand on voudra créer des applications qui sauvent des informations localement, on utilisera la base de données SQLite. On a un laboratoire qui est déjà prévu pour ça, mais énormément d'applications qui doivent stocker beaucoup d'informations le font dans une base de données distante. Donc, je répète, les techniques vues dans ce laboratoire sont vraiment essentielles à une carrière en développement mobile. Donc, contexte. Comment pouvons-nous permettre à nos applications mobiles de communiquer avec une base de données distante? Donc, MySQL, SQL Server, Oracle, pour ne nommer que celle-là. Ben, on sait qu'il nous faut un langage côté serveur qui a la capacité d'interagir avec une base de données. Et donc, notre application mobile va, par l'entremise de ce langage côté serveur, avoir accès à la base de données. Et encore une fois, le langage côté serveur à utiliser ici est un script PHP, comme je le dis. Dans ce document, nous verrons comment il est possible d'utiliser un script PHP, mais je pourrais remplacer le PHP par le ASP, par le JSP, par le Python, par n'importe quel langage web qui a la possibilité d'interagir avec un serveur de base de données. Et le PHP, on va l'utiliser dans sa version orientée objet pour exploiter la classe PDO, PHP Data Object, qui utilise une notation orientée objet très, très similaire à celle qui existe en C# ou encore même en Java pour interagir avec les bases de données. Et c'est cette similarité que je vais mettre en évidence aujourd'hui. Donc, dans ce document, nous verrons comment il est possible d'utiliser un script PHP exploitant la technologie orientée objet PDO. Les classes PDO, la classe PDO en PHP n'est disponible qu'à partir de la version PHP 5. Donc, si vous utilisez cette technique sur un serveur qui roule du PHP, mais une version antérieure à 5, ça ne marchera pas. Mais aujourd'hui, si vous achetez un web hosting, un plan de web hosting commercial en PHP, ben, c'est du PHP 5 et plus haut. Donc, il n'y a pas de problème normalement ici. Donc, une technologie orientée objet PDO comme intermédiaire pour faciliter la communication entre une base de données MySQL, parce que c'est ce qu'on a choisi, et une application mobile de type Android. Donc, première étape, création de la base de données. Maintenant, ici, là, je liste un certain nombre de technologies. Là. Je dis afin de réaliser les manipulations de ce laboratoire, nous allons utiliser des applications WAMP, XAMPP, MySQL Workbench, PHP, MyAdmin. Donc, vous, ce que vous connaissez, c'est XAMPP et PHP, MyAdmin. Moi, personnellement, j'utilise WAMP. Ça fait absolument aucune différence. Donc, XAMPP et WAMP, la différence, c'est quoi? Moi, quand je veux avoir accès à un fichier PHP, je veux dire à y avoir accès sur mon serveur, je dois le mettre dans le dossier www, alors qu'avec XAMPP, c'est dans le dossier HTTDocs, si je me rappelle bien, qu'on doit déposer nos fichiers ou notre répertoire si on veut y avoir accès. MySQL Workbench, c'est un outil qui nous permet de manière graphique de créer et concevoir et d'interagir avec une base de données. En fait, si vous êtes habitué à PHP Admin, vous savez que oui, on peut créer des tables, on peut visualiser les relations de nos tables, mais ce n'est pas super. On n'est pas dans un cours de base de données, on est dans un cours de mobile dans lequel on veut exploiter des bases de données. Donc, moi, mon intérêt, c'est qu'on crée des bases de données rapidement. Donc, MySQL Workbench, c'est un outil qui me permet, un peu comme on le voit ici graphiquement, comme
l'assistant de création de classes dans Visual Studio, ben, de placer des rectangles, de donner des noms pour chacun de mes champs, de donner les types de données, de créer les relations même graphiquement et de demander au logiciel de générer le code SQL sur le serveur de base de données. Et voilà, ma base de données, elle est créée en quelques secondes. Ou l'inverse, je peux pointer avec ce logiciel vers une base de données sur un serveur MySQL, une base de données existante, et demander au logiciel de faire le reverse engineering, de générer le diagramme entité-relation à partir de la base de données que je pointe. Donc, c'est un outil de design très intéressant. Pour le laboratoire, je ne veux pas vous faire apprendre MySQL Workbench. Dans l'ancienne version du programme, on avait un cours de base de données de Java plus tôt dans le programme, donc les étudiants le connaissaient déjà. Moi, je vais vous demander d'utiliser ce que vous connaissez, PHP-Madmin, pour créer les différentes tables et les différentes relations qui sont nécessaires à ce laboratoire selon les fonctionnalités qu'on a lues tout à l'heure plus bas dans le document de 1 à 9. Dans mon exemple, moi, j'ai créé une simple table, la table utilisateur, et comme on la voit, elle contient un ID, un nom, un prénom, travail, username, password. Je voulais garder l'exemple simple, donc je ne me suis pas cassé la tête à faire des formes normales ici. Normalement, ben, un utilisateur est un concept, donc je devrais avoir son ID, son nom, son prénom dans une table. Son travail, je devrais avoir une table peut-être avec les types d'emploi, enseignant, chanteur, chanteuse, etc. et des clés étrangères qui lient l'utilisateur à son travail. Même chose pour le username et le password. Ben, un username et un password, oui, c'est associé à un utilisateur, mais ça devrait peut-être être dans une table login à part. Donc, je ne voulais pas me casser la tête avec la structure de la base de données. Je voulais juste montrer comment connecter mon application mobile à une base de données à travers un script PHP. Donc, j'ai fait une table relativement simple pour l'exemple. Mais pour notre laboratoire, on veut faire une vraie application selon les règles de l'art que vous pourrez rajouter à votre portfolio et montrer fièrement à un employeur. Donc, on veut tout structurer correctement. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à apprendre comment utiliser MySQL Workbench, parce que c'est un magnifique outil très populaire en industrie, donc je vais vous donner les ressources vous permettant de le faire. Donc, la première étant la suivante. Donc, MySQL, vous savez quoi, je vais faire beaucoup mieux que ça, parce que je les ai déjà sur Teams. Donc, je vais aller ici dans mon équipe, dans un autre cours qui ne vous concerne pas, mais qui contient ces ressources ici. Donc, allons-y. Donc, mes deux premiers liens ici. Donc, on a le lien de téléchargement de MySQL Workbench et sur mon canal YouTube, on a une vidéo tutoriel qui montre comment l'utiliser. Donc, pour ceux que ça intéresse, je répète, ce n'est absolument pas obligatoire parce qu'avec PHP-Madmin, vous savez déjà comment créer des bases de données et des relations. Ce que je vous dis, c'est que si vous prenez le petit 15 minutes qui est nécessaire pour suivre mon tutoriel sur MySQL Workbench, mais à partir de là, vous allez être capable en quelques secondes de créer, d'administrer des bases de données sur un serveur de base de données MySQL. Donc, les liens sont là. Je vais prendre quelques secondes, par contre, juste pour copier le premier. Donc, le premier lien ici, c'est le tutoriel sur mon canal YouTube. Le deuxième, c'est le lien de téléchargement de MySQL Workbench. Et juste pour vous montrer rapidement ce que je vous donne comme cadeau avec ça, si je lance le fameux tutoriel, il dure 15 minutes, ça va? Et on voit là-dedans, je montre comment créer graphiquement les tables, comment créer les relations un à plusieurs graphiquement. Et à partir de cette application, donnez-moi une seconde, juste ici, on voit comment le logiciel est en train de générer à partir du diagramme entité-relation que je crée en arrière, le
Est-ce que c'est passé? Oui, juste ici. Le code SQL. Donc, je peux avoir le script.sql dans un fichier que je peux régénérer après sur n'importe quel serveur de base de données, ou je peux demander directement au logiciel de créer cette fameuse base de données, donc d'exécuter ce fameux script sur une vraie base de données. Donc, c'est magnifique comme outil, c'est 15 minutes de votre vie et ça vous sauve énormément, ça vous sauverait énormément de temps dans le futur. Donc, c'est lancé, la ressource est donnée, à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou non. Mais à la base, on est tous capables de créer des tables comme celle-là avec PHP-MyAdmin. Ça va jusque-là pour la création de la base de données? Oui. Parfait. Donc, dans ma démo, j'ai créé une simple table utilisateur. Magnifique. Maintenant, mon utilisateur, il a un nom, il a un prénom, il a un travail, il a un username et un password. Et on sait ce qu'on veut faire avec ces informations. Donc, moi, dans cette table qui se trouve dans ma base de données, prochaine étape, ben, j'ai rajouté 2 enregistrements juste pour faire mes tests. Donc, un premier enregistrement qui se réfère à moi, un deuxième enregistrement fictif, la chanteuse London Bridges. Donc, j'ai maintenant une base de données stockée quelque part. Dans ce cas-ci, c'était localement sur mon ordinateur, sur une base de données MySQL. Et j'aimerais maintenant être en mesure, à partir d'une application Android, d'aller effectuer des requêtes sur les enregistrements qui sont dans cette base de données. Requêtes de type insert, update, delete et select. On démontre un select dans ce tutoriel que j'ai fait pour vous. Donc, prochaine étape, la création du script PHP qui va faire quoi? Qui va recevoir en paramètre le username et le password que mon application mobile va avoir envoyé au script. Donc, pour être capable de se connecter à une base de données en utilisant le PHP. Donc, je répète, vous avez appris à utiliser la fonction MySQL ou MySQLi. Cette fonction, elle prend en paramètre les informations de connexion vers la base de données. Donc, soit ce qu'on appelle le URL et un username et un password. Donc, moi ici, j'ai créé des variables globales dans mon script PHP. Une première que j'ai appelée URL, une deuxième que j'ai appelée DB-user et une troisième que j'ai appelée DB-password. Le DB-user et le DB-password qui sont là, ben, c'est que quand j'ai créé ma table dans ma base de données, j'ai créé un utilisateur et je lui ai donné des droits spécifiques, des droits d'insertion, de création, de delete, etc. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de programmeurs font comme erreur. Ils créent une base de données et ils utilisent l'utilisateur par défaut, l'utilisateur root ou admin qui a tous les droits. Le problème avec ça, c'est que si je crée un site de e-commerce, par exemple, et que j'utilise les mêmes informations de login pour l'administrateur du site, donc celui qui va aller récupérer les commandes, modifier les prix, effacer des produits, et j'utilise les mêmes informations de connexion pour l'interface client. Là où mon client, il fait des recherches ou il fait du shopping, par exemple. Ben, ça veut dire que techniquement, mon client, ben, il est connecté avec un utilisateur qui lui permet d'effacer des produits dans la base de données, ce qui est terrible. Donc, on devrait toujours prendre la peine quand on crée une base de données de créer plusieurs utilisateurs avec plusieurs rôles. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le monde de base de données. Plusieurs rôles, plusieurs permissions, des rôles et des permissions spécifiques au type de manipulation que les bouts de code qui vont exploiter ces utilisateurs-là ont besoin comme niveau d'accès. Ça va pour tout le monde? C'est bon? Donc, maintenant, quand je regarde ma première ligne ici, euh, vous ne voyez pas quelque chose de bizarre ou de différent par rapport à ce que vous êtes habitué à passer comme URL à la fonction MySQL ou MySQLi que vous avez appris à utiliser? Donc, c'est là que c'est important. On demande d'être observateur et de ne pas seulement faire du copier-coller, que ce soit dans vos cours de base de données ou dans le cours ici. Quand vous utilisez la fonction MySQL ou MySQLi,
ben, vous y portez peut-être pas attention, mais le nom de la fonction commence par MySQL, qui est le nom du serveur de base de données à utiliser, ou MySQLi, qui est encore une fois le nom du serveur de base de données, MySQL. Si jamais vous vouliez interagir avec Oracle, ou avec SQL Server, ou avec DB2 de IBM, vous faites comment? Ben, vous êtes coincé parce que la fonction MySQL ou MySQLi ben, interagit spécifiquement avec ces serveurs de base de données. Alors qu'avec la technologie PDO, ben, le premier paramètre qu'on va passer à notre objet PDO, la variable URL ici, contient en premier temps le nom du type de serveur de base de données que je vais utiliser. Donc, MySQL pour un serveur MySQL, ODBC pour un serveur Oracle, etc., etc. Donc, je change ici en préfixe, je mets le nom de la technologie ou le nom du serveur de base de données qui va être exploité, suivi de l'adresse de ce serveur-là. Donc, localhost, dans mon cas, mon serveur, il est hosté sur mon ordinateur. Donc, localhost, on sait tous que c'est remplacé par l'adresse IP 107.0.0.1. Si mon site était hosté sur un vrai serveur de base de données quelque part sur l'Internet, ben, je serais allé chercher l'adresse IP, le numéro de port, qui est l'adresse complète là, de mon serveur de base de données. Et c'est ça que je serais venu mettre ici à la place de localhost, suivi du nom de la base de données. Donc, jusque-là, ça va pour tout le monde. On comprend les différents paramètres qui sont dans ma string ici, qui me servent de URL. Ça va? Oui. Parfait. Maintenant que j'ai identifié la base de données que je veux attaquer, l'endroit où elle se trouve et sur quel type de serveur de base de données cette base de données se trouve, ben, il faut que je dise à mon script PHP quelles sont les informations de login qu'il va utiliser pour se connecter au serveur. Parce qu'un serveur, on n'y entre pas comme ça. Si je veux avoir accès à une base de données, il faut que je puisse me connecter au serveur. Donc, ici, j'ai donné les informations de l'utilisateur que j'ai créé. Si sur votre base de données à vous, vous n'avez pas un utilisateur qui s'appelle root et qui a le username 1, 2, 3, 4, ben ce code-ci ne va pas marcher sur votre machine. Donc, je vous demande d'adapter en réalité. Donc, ensuite, donc ça, c'est les informations qui vont me servir à me connecter à ma base de données. Je vais me connecter à ma base de données, pourquoi? Pour exécuter une requête de type pour exécuter une requête de type insert, delete, update ou select. Donc, une requête paramétrée. Pour effectuer une requête paramétrée, je dois recevoir de l'information d'un client. Donc, mon client, ça va être notre application mobile. On traitera de ça au prochain cours. Mais les informations que mon client va m'envoyer ben, vont être dans une variable URL qui va s'appeler user et dans une variable URL qui va s'appeler password et vont être envoyées par la méthode post. Donc, je vais utiliser $_post avec user pour récupérer cette information et $_password pour récupérer cette information. De quelle information je parle? Encore une fois, c'est du username et du password qu'on va rentrer dans notre application mobile. Donc, jusque-là, il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à ce que vous savez faire. La nouveauté, elle commence ici. Donc, je vais vous demander d'être un peu attentif à ce qui va suivre. Donc, et c'est ceci que je veux comparer avec la syntaxe du C# avec laquelle on est déjà un peu habitué ou habilité. Même que, tenez, je vais m'amuser à le faire pour que je puisse superposer les deux. Ah tiens, c'est pas mal ça. Bon, je vais fermer ça. Je vais agrandir ça ici. OK. Donc, allons-y. Donc, j'ai une variable PHP ici et je vois égal new PDO. Ben déjà, ça me rappelle beaucoup la syntaxe de l'orienté objet, où ici le mot-clé new nous indique qu'on est en train de se préparer à appeler le constructeur d'une classe. Donc, le constructeur
porte ici le même nom que la classe, même règle qu'en Java ou qu'en C#, et même qu'en JavaScript, parce qu'en JavaScript aussi, on peut créer nos propres classes. Et je suis en train de passer des informations en paramètres à mon constructeur. Donc, je lui passe le URL. Quel URL? Les informations qui me permettent de me connecter à ma base de données, ainsi que les informations de l'utilisateur. Donc, c'est ce qui est fait dans ma première ligne ici. Ce qui est sensiblement les mêmes informations que vous passez à votre fonction MySQL ou MySQLi. Ça va jusque-là pour tout le monde? C'est bon? Oui. Donc, cette ligne-là, si je la compare à ce que on a fait en C#, juste faites attention, il y a quelqu'un qui a son micro encore ouvert. Si je compare ma ligne 12 à ce que on a fait en C# jusqu'à présent, ben, le constructeur de mon objet PDO, on peut voir un peu ça comme ma variable connection, que, tiens, je vais appeler ici con égale new connection, et que ce qu'on lui passait en paramètre à cette variable, juste ici, ben, on lui passait ce qu'on appelle la connection string. Donc, la connection string, on a appris comment Visual Studio pouvait aller nous permettre de la récupérer automatiquement à travers notre panneau de propriété. Mais la connection string, c'est quoi en réalité? Ben, c'est le nom de la base de données, son chemin où elle se trouve sur votre machine et les informations de connexion, le username et le password. Puisque dans la technique que je vous ai montrée, on ne spécifie pas de username et de password, ces informations-là sont nulles. Mais si ma base de données SQL Server était stockée sur un serveur SQL commercial quelque part sur le net, ben, dans ma connection string, il devrait aussi avoir une adresse IP, un numéro de port, un username, un password, etc. Donc, cette ligne-là qu'on a vue dans les tutoriels que je vous ai présentés et qu'on a révisé hier est l'équivalent de la ligne 12 qui se trouve ici. Donc, mon objet PDO, voyons-le comme étant la connexion vers ma base de données. Clair jusque-là pour tout le monde? Oui. Parfait. Maintenant, vous faites du PHP depuis quelques semaines déjà et vous savez que quand vous avez une erreur qui est dans votre code PHP, ben, elle s'affiche dans le client, là, dans la page web. Mais le PHP par défaut n'affiche pas des erreurs de manière nécessairement détaillée. On peut changer le comportement de notre, j'ai appelé ça du compilateur PHP, si on veut de l'interpréteur PHP, excusez-moi, en allant dans notre fichier init.php et en changeant certains flags qui permettent, lorsqu'on a une erreur, de nous donner des messages d'erreur beaucoup plus verbeux, là, avec beaucoup plus de détails. Mais ici, on a un objet qui nous est retourné dans notre variable dbcon. Vous savez quoi? Je vais même faire mieux pour la corrélation. Je vais appeler ça dbcon. Ça va? Donc, ma variable dbcon ici dans mon code C# est équivalent à ma variable qui se trouve là. C'est un objet. Donc, un objet, on sait qu'il a différents attributs. Mais donc, un objet PDO, puisque c'est un objet, il a des attributs, il a des getters, il a des setters, il a des fonctions publiques, il a des événements. Donc, si j'étais en .NET et que je venais faire dbcon point, ben, pas comme, mais con point, j'aurais accès à une liste de suggestions où je verrais tous les attributs publics, les fonctions publiques, les getters et les setters qui sont aussi publics sur mon objet. Mais en PHP, l'opérateur point est remplacé par le tiret et la flèche. Et on voit 7 attributs. Et il me semble qu'il y a quelques semaines, on a vu comment créer des setters et des getters dans une classe Java. Et on sait aussi qu'en Java, ben, par exemple, prenons en Java et en Android, prenons par exemple un text view. Si on veut mettre du texte à l'intérieur, on utilise set texte. Donc, on voit ici un setter de la classe PDO. Donc, set attribute, ça me permet de donc de configurer un attribut en particulier de ma variable de type PDO. Et ce qu'on fait précisément à la ligne 13, c'est qu'on dit à notre objet PDO, il est possible que pendant que j'exécute mes requêtes tout à l'heure, il y ait des erreurs.
Donc, au lieu de tout simplement planter et de ne m'afficher aucun message intéressant, je te demande en mode erreur de me générer des exceptions. Voilà pourquoi on est dans un bloc try-catch, parce que quand mon objet ici, PDO, va générer des exceptions, je vais être capable de les attraper dans mon bloc catch et de les traiter. Le même try-catch qui existe en C#, le même try-catch qui existe en Java, le même try-catch qui existe en JavaScript, le même try-catch qui existe en Python, le même try-catch qui existe dans absolument tous les langages orientés objets. On voit la corrélation jusque-là. Donc, évidemment, en .NET, on n'avait pas besoin de faire une configuration spécifique là, sur notre objet de type connexion. Quand il y a une exception, ça lance l'exception. On n'a pas besoin de lui demander de la lancer. Mais voilà à quoi sert notre ligne 13. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? OK. Oui. Une autre particularité dans, cette méthode, je vais l'écrire ici en bas, on voit du PDO 2.2. Blablabla. Donc, c'est quoi ces 2 points? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous ramener vers quelque chose que vous connaissez. Donc, si j'écris math.py, par exemple, ça va? Ou math.py. Je vais écrire ça. Je vais écrire aussi math.cos. Ou, plus simple encore, math.pow. Ce sont des choses qu'on a déjà vues ensemble. Math.py, c'est une constante statique de la classe math. Math.pow, c'est une fonction statique de la classe math. La beauté ici, c'est que je n'ai pas eu besoin de créer d'objets de type math pour avoir accès à l'attribut ou à la propriété pi. Je n'ai pas eu besoin de créer d'objets de type math pour appeler la fonction pow. Donc, je donne le nom de la classe, point, le nom de la fonction, ou le nom de la classe, point, le nom de l'attribut. Et ça, c'est possible seulement si dans la classe math, ben, l'attribut pi est déclaré comme étant public statique, et si dans la classe math, la fonction pow est déclarée comme étant public statique. Donc, ce concept-là, on l'a déjà vu en C#, il existe aussi en Java de la même façon, et donc, voici son implémentation en PDO ou en PHP orienté objet. Donc, j'ai le nom de la classe, ça va, 2.2. Un attribut ou le nom d'une fonction, ça signifie que cet attribut ou cette fonction, si c'en était une, est une fonction statique de la classe. Donc, je n'ai pas besoin de créer l'objet pour avoir accès à l'attribut, mais j'utilise plutôt le nom, excusez-moi, j'utilise plutôt le nom de la classe et ça suivi de l'attribut qui m'intéresse. Un autre exemple de ça, je vais aller dans Android Studio. On va juste faire plusieurs comparatifs pour être sûr qu'on comprend bien le concept. Quand je viens, et je vais aller dans mon activité pour faire ça, si je viens ici, par exemple, regardez bien. Donc, allons-y avec quelque chose qu'on connaît déjà. Je vais prendre un toast. Oups. Ah là 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 là. T-O-A-S-T. Donc, toast. Allons-y. Make text. Est-ce que j'ai créé une variable de type toast ici? J'ai jamais créé une variable de type toast. Toast, c'est le nom d'une classe. Et makeTest, c'est le nom d'une fonction de cette classe-là. Donc, je n'ai pas créé d'objet de type toast. J'utilise la fonction makeTest, qui est une fonction statique de la classe toast. Continuons. On passe this, qui est le contexte. Ça va. On passe une string qui est notre message. Et dernier paramètre, toast, encore une fois, je n'ai pas créé d'objet de type toast ici. J'utilise le nom de la classe point et regardez, length long, c'est équivalent à un integer, length short, c'est équivalent à un integer, make test, c'est une fonction. Donc, length long et length short sont des constantes statiques de la classe toast. Et on finit avec un point
un point chaud. Donc, le concept d'appeler une constante statique ou une fonction statique sur un objet, il existe en Java, il existe en C# et on est en train de démontrer juste ici, voilà, qu'il existe aussi en PHP. Good? Tu as mis seulement toast point. C'est ça? Oui, parce que c'est comme Ah, ça. ok, c'est bon. Pardon. C'est bon? Parfait. Donc, revenons ici. OK. Et je vais nous rajouter ça. Donc, je me débarrasse de ça. C'était juste pour compléter l'explication. Donc, arrivons maintenant à la fameuse requête. Une fois que j'ai une connexion, évidemment, il nous faut une requête. Donc, en C#, on sait que ça nous prend une commande que j'aime appeler CMD et qu'à l'intérieur de ma commande, ben, en C#, on y va comme ceci. On donne une requête. Donc, je vais aller select mon nom, mon prénom, de la table utilisateur, si j'avais une table utilisateur dans ma base de données, where mon user est égal à... Et hier, on a vu ceci. On a vu qu'on pouvait faire des requêtes paramétrées en C# en mettant un A commercial ici. Et je vais mettre tiens, U pour user and PW égale A commercial P. Et on met le point virgule, on ferme la string, virgule, on va passer notre connexion comme deuxième paramètre qui s'appelle ici dbcon. dbcon. Donc, je ferme point virgule. Donc, je vous demande d'observer attentivement cette ligne et la ligne 15. Est-ce qu'il y a une différence notoire? C'est différent, mais c'est très semblable à la fois. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en C#, j'ai une classe qui s'appelle commande et, oups, j'ai fait une erreur ici, new commande, ça va? Donc, j'ai une classe qui s'appelle commande qui prend en paramètre dans une de ses signatures une string qui est une requête SQL et une connexion. Et que dans la requête SQL, je peux placer des trous à des endroits stratégiques et que ces trous vont pouvoir être remplacés plus tard par du vrai contenu, ce qu'on va compléter tout à l'heure, ce qu'on a vu hier. Si je regarde ici en PDO, ben, dbcon, c'est mon objet PDO, qui est l'équivalent de ma connexion. Donc, je vois que c'est mon objet PDO qui a une méthode prepare. Je prépare quoi? Je prépare la requête que j'aimerais exécuter dans quelques instants sur mon serveur. Donc, ça prend quoi en paramètre? Ça prend une string qui est une requête SQL. Et à l'intérieur de cette string, ben, j'aurais pu faire de la concaténation ici. Mais pour les mêmes raisons qu'on ne voulait pas faire de la concaténation ici en C#, ben, on a une manière de spécifier des trous. Donc, le A commercial U et le A commercial P viennent ici être remplacés par des points d'interrogation. Donc, voilà comment on prépare une requête paramétrée en PDO. Maintenant, tout comme en .NET, ben, il faut être capable de venir remplir ces trous avec de la vraie information. Donc, en .NET, qu'est-ce qu'on a vu? En .NET, on a vu qu'on prenait notre fameuse commande, point parameters, point add with value, et là là, add with, excusez-moi, value, et qu'on venait faire quoi là-dedans? Ben, on venait associer chacun de nos trous, donc U ici, avec l'information qu'on avait récupérée de notre client, qu'elle a été passée en paramètre par Ajax. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien pour les vidéos que j'ai complété après notre coupure de courant hier, ou qu'on peut récupérer
avec des balises ASP standard. Donc ici, pour mon exemple, allons-y avec txt user.text. Voilà. Et je vais faire ça une deuxième fois. Juste ici. Je vais faire ça une deuxième fois ici avec A commercial P minuscule, et txt password. Donc, voilà comment, en .NET, on venait remplir les trous de notre requête paramétrée. Regardez la ligne 16 et la ligne 17. Donc, en PDO, je crée un tableau PHP. Et à l'intérieur de ce tableau, je viens mettre quoi? Utile user et utile password. Utile user et utile password, c'est pour le username de l'utilisateur et le password de l'utilisateur. Donc, le username de l'utilisateur et le password de l'utilisateur. Les informations que je reçois en paramètres ici, en provenance de mon application mobile. Donc, je mets dans mon tableau le nom du user que j'ai reçu par post, le password de l'utilisateur que j'ai reçu par post, et ensuite, quand on fait prepare, ça nous retourne une commande, une variable que j'ai appelée CMD, qui est une requête préparée, mais non complète. Je viens la compléter comment? C'est quand j'exécute ma requête en lui passant en paramètre le tableau de valeurs qui va servir à venir compléter les trous. Et comment ça marche? La première case de mon tableau vient remplir le premier trou, le premier point d'interrogation. La deuxième case de mon tableau vient remplir le deuxième point d'interrogation, etc., etc., etc. Donc, par A plus B, ou par comparaison, on vient de montrer, et si je les mets côte à côte, les 5 lignes ici me permettent de configurer une requête paramétrée de type select, ça va, et en fait de l'exécuter, parce que ici, elle est déjà exécutée. Et donc, si je veux faire mon exécution aussi, ben, je vais devoir venir créer un data reader que je vais appeler lecteur pour faire référence à l'exemple de hier. Et ici, on va avoir un CMD, ma fameuse commande, point, puisque c'est un select, on va avoir un execute reader. Donc, si je regarde les 5 lignes ici, ben, elles sont différentes, mais à la fois très, très similaires avec les 5 lignes que j'ai ici, de la ligne 12 à la ligne 17. Est-ce que tout le monde voit les similarités? Pardon? J'ai dit, est-ce qu'on voit les similarités? Donc, c'est Il y la a une même... différence quand même. Il y a Ben oui, quelques il y a une différences. différence. C'est pas le même langage. C'est pour ça que je parle de similarité. C'est similaire, c'est pas pareil. Mais est-ce qu'on réalise que c'est le même flow, c'est les mêmes étapes? Et vous savez quoi? Je vais me le permettre ici juste pour compléter la discussion. Je vais m'amuser, si vous permettez, parce que je veux vous prouver que l'important est de ne pas apprendre la syntaxe par cœur, mais plutôt d'apprendre les étapes, la logique. Parce qu'en orienté objet, ça va toujours être les mêmes étapes. Je vais écrire le même code en Java. Ça va? Si je voulais interagir avec une base de données MySQL en Java, juste pour compléter la discussion. Donc, je vais l'écrire et je vais comparer après, si vous permettez. Donc, donc, il faut que je change mon cerveau en mode Java. Excusez-moi, j'étais encore en mode C#. Et on va essayer de garder les mêmes noms de variables. Je vais juste l'écrire, on va l'expliquer après. User password.
Donc, le URL, le username et le password qui sont ici, ben, sont le même URL, le username et le password qui sont là, qui encore une fois serait le même URL, username et password que je recevrai ici. Donc, en Java, on vient de créer notre connexion. Ensuite, on a besoin de créer une commande paramétrée. Donc, en Java, on appelle ça un prepare statement, que je vais appeler CMD pour suivre l'exemple. Donc, égal dbcon. Et on lui passe quoi en paramètre? On lui passe notre magnifique requête. Donc, je vais aller copier ma requête que je vais venir placer juste ici. Mais en Java, donc ici, on revient encore une fois sur il faut que je les trouve, sur les points d'interrogation. Donc, je reviens avec des points d'interrogation. Mon point virgule, on ferme la string. Parfait. Donc ici, si vous remarquez bien, en C#, on passe en paramètre la connexion à notre commande, alors qu'en Java, c'est la connexion qui reçoit la requête et qui nous retourne une commande. Très similaire à ce qui se fait en PDO. Donc, maintenant, il faut que je puisse venir remplir les trous. En PDO, ça se fait avec un tableau. En C#, ça se fait avec parameters.add with value. En Java, ça se fait avec, c'est ma commande qui contient les trous à remplir. Donc, cmd.set, oui, .7. Donc, username et password, ce sont des strings. Donc, ça va être set string. Si c'était un integer, ça aurait été set int. Donc, je vais mettre 1. Pourquoi? Parce que je veux remplacer le premier point d'interrogation et je veux le remplacer par quoi? Donc, disons txt. On est en Java. Donc, get text. Donc, on comprend ici que je viens de récupérer l'information qu'il y avait dans on appelle ça un gtext field, donc l'équivalent d'un text box en programmation Java Desktop, ou ici, c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans un text view, par exemple. Et donc, je ferai ça une deuxième fois, juste ici. Et on passerait à 2. Pourquoi? Parce que l'information qu'il y a ici doit venir remplir mon deuxième point d'interrogation. C'est toujours une string. Et voilà. Et il ne me resterait plus qu'à faire quoi? À exécuter la requête, tout comme on exécute ici la requête. Et en Java, ben, c'est un result set que je vais appeler... Tiens, qu'on initialise comment. Donc, ça va être ma commande, cmd. On va avoir pour les select execute, oui, query. Ça, c'est pour les select. Et si jamais c'était un insert, un update ou un delete, ce serait execute update. Et voilà. Donc, quand je regarde ça, et quand je regarde ça, c'est très similaire. Et si je parle du PDO, on a fait un select, on a fait execute. Si on avait fait un insert, un update ou un delete, au lieu de execute ici, ça aurait été execute update. Donc, c'est presque une photo. C'est pareil, à quelques petites différences près. Voilà pourquoi la programmation orientée objet est intéressante,
Quand on connaît le pattern ou quand on connaît un algorithme dans un langage orienté objet, c'est très facile de l'adapter dans un autre langage orienté objet. Donc, j'ai fait une petite parenthèse ici. Voici du code Java pour interagir avec une base de données pour exécuter un select paramétré. Voici le code C# équivalent. Voici le code PDO équivalent. Ça va? Donc, c'est à titre d'informations supplémentaires pour être sûr qu'on comprend bien la raison d'être de chacune des lignes qui se trouvent ici. C'est bon pour tout le monde? Good? Ouais, ça va, ça va. Parfait. Donc, évidemment, je ne vous demande pas de mémoriser le code Java par cœur. C'est juste pour compléter la discussion. Le code C#, normalement, on devrait le connaître. On est en train de l'apprendre. Ça nous permet juste de renforcer nos compétences. Et le code PDO ici, ben, vous faites du PHP cette session. Ça vous montre une façon plus moderne d'interagir avec la base de données. Donc, une fois qu'on a exécuté notre requête, ben, encore faut-il récupérer l'information qui se trouve à l'intérieur. Donc, j'ai une book while ici. Pourquoi? Parce que quand je fais un select, je peux recevoir 0, 1 ou une infinité d'enregistrements en provenance de mon serveur de base de données. Donc, qui contient ces informations? Ben, c'est ma variable commande. Ici en PHP, tout comme en C#, c'est ma variable lecteur, tout comme en Java, c'est ma variable lecteur juste ici. Donc, ce que je fais ici en PDO, en PHP, donc j'utilise la fonction fetchObject. FetchObject, ça veut dire quoi? Ça veut dire récupère un objet. Gardez en tête que quand on fait un select, on reçoit des enregistrements. Chaque enregistrement contient plusieurs champs. Donc, on est capable de prendre chacun des champs d'un enregistrement et de le transformer en un attribut d'un objet. Si je fais une requête sur la table utilisateur, donc, et que je récupère les informations des utilisateurs, techniquement, chaque enregistrement représente un utilisateur. Donc, fetch object me retourne dans ma variable line qui est juste ici, un objet de type utilisateur, entre guillemets, et par défaut, ben, j'ai accès à des propriétés qui me permettent de récupérer les informations que j'ai demandées dans ma requête. Donc, line, flèche, nom, concaténé avec un espace, concaténé avec line, flèche, prénom, mais ça va faire quoi? Ça va récupérer le nom et le prénom de l'individu qui avait le username et le password reçu par le post et ça va le mettre à l'intérieur de ma variable out. Variable out que je écho. Quand on fait un écho, ben, on retourne l'information à qui? On retourne l'information au client qui nous a appelé. Dans notre cas, le client va être notre application mobile. Dans le cas d'un code ASP, le client est soit le fichier ASPX, soit la fonction de callback Ajax qu'on utilise. Si jamais il y a une exception pendant tout ce processus, on tombe dans le catch et que ce qui va être retourné dans notre écho, c'est le message d'erreur que notre objet PDO a envoyé. Donc, si je m'amuse pour terminer cette section-ci à faire le code équivalent ici en C# et en Java, encore une fois, juste pour compléter la discussion. Donc, ça va être un while lecteur.read on ouvre les accolades. Donc, while lector.read, en fait, j'aurais besoin ici d'un utilisateur U égale new vous savez quoi? Utilisateur, tout simplement. Donc, j'ai créé une variable de type utilisateur et ce que je vais faire ici, ben, c'est mon U égale un new utilisateur et dans son constructeur, on va lui passer quoi en paramètre?
disons que on avait créé un constructeur qui acceptait seulement le nom et le prénom de cet utilisateur, ben, ça va tout simplement être lecteur, comme on l'a vu hier, crochet et comme string, ça va être le nom. Voilà, point to string. On va fermer tout de suite notre constructeur et mettre le point virgule pour ne pas oublier. Et je vais récupérer ceci pour le deuxième paramètre. Voilà, comme ceci. Lecteur point prénom, point toString. Et voilà, j'ai mon utilisateur. Maintenant, cet utilisateur, si je voulais le renvoyer, quoique l'exemple n'est pas tout à fait OK parce qu'ici, je ne renvoie pas l'objet, je renvoie une string qui contient le nom et le prénom. Donc, je vais adapter, excusez-moi pour ça. Donc, string, allons-y. Tiens, je vais l'appeler, je ne peux pas utiliser out. Out, c'est un mot-clé C#. Donc, je vais l'appeler res pour résultat. Donc, ici, je vais plutôt faire res est égal à quoi? Donc, je vais prendre ceci et je vais le concaténer à un magnifique, j'ai dit concaténer, donc ça me prend un plus, un magnifique espace suivi de ceci. Voilà. Donc, puisque il n'y a qu'un seul utilisateur qui a ce username et ce password, on ne va tourner qu'une seule fois à l'intérieur de notre boucle while. Donc, même si on dit qu'on vient concaténer ici, on n'aura que l'information d'un utilisateur à l'intérieur de ce bout de code. Et ce qui va nous rester à faire, l'équivalent du echo qui se trouve ici. Évidemment, j'ai laissé tomber le try-catch parce que je pense qu'on sait où on doit mettre le try-catch dans ce bout de code, sans oublier que avant d'exécuter notre requête ici, ça nous prend un dbcon.open, important, sinon ça plante. Ici, en Java, ce n'est pas nécessaire. La connexion est ouverte automatiquement. Donc, tout ce qu'il nous resterait à faire ici, c'est un response.write, comme démontré dans la vidéo sur le Ajax, si vous avez pris la peine de le regarder comme je l'ai spécifié hier, celui qui avait déjà été déposé. Et je peux passer ici res. Donc, ça me retourne une string tout simplement. Ça me retournerait une string à ma fonction de callback Ajax qui pourrait l'insérer dans le DOM. On aurait pu aussi prendre notre objet que j'avais tout à l'heure et le sérialiser. Si je veux le code équivalent en Java, regardez comment c'est magnifique. Je vais copier ce qui se trouve ici. Je vais venir le placer là. Et regardez les modifications. Le read devient tout simplement next. Le string avec un S minuscule en Java devient un S majuscule. Le string avec un S minuscule en C# devient, pardon, un S majuscule en Java. Et ici, ce qui va se passer, ça va être, en fait, ça va être lecteur.get string et au lieu des crochets, on va avoir des accolades. Et puisqu'on a fait getString, on convertit déjà l'objet en string, l'objet qui était contenu dans notre lecteur. Et donc, vous comprenez que, voici, voilà, voilà, on getString, prénom,
prénom et le response.write, ben, il existe aussi en Java. Donc, si je nous agrandis cette magnifique démonstration, on voit que le code Java est presque, le code C# est presque identique au code Java et qui a de très grandes similitudes avec le code PDO. Donc, on a un select complet qui est démontré juste ici. Donc, évidemment, je prends pour acquis que des requêtes SQL, vous savez en écrire, des plus simples, des plus complexes que cela, des requêtes imbriquées, des requêtes avec des joints. Si on voulait faire un insert, un update ou un delete, ben, évidemment, le résultat de notre exécution ici retournerait un integer. Et ce ne serait pas execute, mais bien execute update. Donc, il faudrait récupérer un integer ici, le tester, et on pourrait, avec echo, la valeur de cette, on pourrait echo la variable qui contient notre integer, et donc, du côté Android, tester cette valeur qu'on reçoit, et dépendamment de ce qu'elle contient, on pourrait déterminer si notre insertion, notre suppression ou notre mise à jour a réussi correctement et rediriger l'utilisateur ailleurs. Donc, je ne veux pas faire plus de Théo que ça pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup d'infos. J'aimerais que vous testiez déjà qu'après avoir créé une base de données remplie avec certaines informations, vous êtes capable de créer un petit script PHP aussi simple que celui-ci, l'appeler. Donc, vous pouvez même vous créer un formulaire de test, ça va, qui appelle votre script PHP en lui postant des variables URL qui portent qui ont bon, un formulaire avec deux inputs type text, ça va, pour lesquels l'attribut name va être égal à user et password. On soumet ce formulaire par la méthode post à notre script PHP qui exécute le code suivant sur notre base de données et le echo qui nous est retourné ici va apparaître où? Ben, il va apparaître dans votre browser web. Donc, on vérifie tout simplement qu'on est capable de faire des selects en PDO ou modifier le code ici pour faire des inserts. Vérifier si vous êtes capable d'insérer des données dans la base de données. Donc, ce que je veux que vous fassiez d'ici au prochain cours, c'est de créer, de relire en fait, voilà, de relire les cas d'utilisation, les fonctionnalités qui sont ici. En fonction des fonctionnalités qui sont ici, d'utiliser soit PHPMyAdmin ou MySQL Workbench pour construire votre base de données, la base de données qui supporte ces différentes fonctionnalités. Aussi, en lisant les fonctionnalités qui sont là, on est déjà capable, dans notre application Android, de créer les différentes activités et les classes dont on a besoin. Si je prends un exemple simple, quand on vous dit par exemple que votre application devra permettre, il manque un mot ici, excusez-moi, un étudiant, pas de s'inscrire, pardon, votre application devra permettre à un étudiant de visualiser la liste des activités disponibles. Donc, vous pouvez faire ça de deux façons. Vous pouvez être paresseux et faire quelque chose de basic, mais vous pouvez être un peu plus ambitieux et créer une belle application que vous serez fier de montrer à un employeur et qui va choquer, ce qui va démontrer vos compétences en Android. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une application devra permettre à un étudiant de visualiser la liste des activités. Donc, c'est tout simplement effectuer une requête qui me retourne une liste de noms d'activités. Ben, qu'est-ce qui me permettrait de visualiser cette information? Ben, un list view qui affiche des strings, par exemple. Aussi simple que ça. Donc, la string qui m'est retournée de mon code Java, on pourra la split sur les espaces, un peu comme on a appris à le faire en C# ou sur un caractère qu'on détermine nous-mêmes. Et donc, une fois qu'on split, ça va dans un tableau. Et donc, on a un tableau de string et on sait comment utiliser un array adapter pour afficher ce qu'il y a dans un tableau de string dans un list view en Java. Ça, c'est facile.
On pourrait aussi dire que, OK, je retourne le nom de l'activité, sa description et une image associée à l'activité. Et donc, quand je récupère ces informations-là dans mon code Java, je fais quoi? Ben, je crée des objets de type activité que j'insère dans une array list d'activités. J'ai préparé un array adapter pour mes activités et un fichier de layout qui va me permettre de customize, de personnaliser l'interface de mon list view. Et ça, si vous montrez ça à un employeur potentiel comme preuve de vos compétences en Android, on s'entend que ben, il va savoir que vous savez programmer en Android. Donc, comme vous remarquez, c'est un cahier de charge. Je ne vous ai pas donné de print screen d'interface usagée parce qu'à ce stade-ci, en lisant les différentes fonctionnalités qui sont là, qui sont supposées nous permettre de tester les techniques vues du labo 1 jusqu'au TP4, ben, je prends pour acquis que chacune des phrases qui est là ben, vous indique passablement bien quelle est la technique ou les contrôles qu'on doit utiliser. Et bref, on crée la base de données, on teste nos requêtes localement et on crée les interfaces usagées que on est déjà capable de créer pour supporter les différents cas d'utilisation. Ce qui nous restera à voir comme Théo au prochain cours en réalité, c'est comment est-ce que en Java, je peux effectuer des requêtes de type POST ou GET vers mon serveur PHP ou autre, et comment est-ce que en Java, je peux récupérer les informations qui me sont renvoyées par une technologie côté serveur, comme le PHP ou le ASP. Évidemment, c'est déjà, vous avez déjà le code dans le document si vous complétez la démonstration complète. Donc, je ne vous empêche pas de le regarder d'avance, mais moi, je vais commenter cette partie-là lors du prochain cours. Donc, il est 14h13. Je vais arrêter la Théo pour aujourd'hui. Je vais fermer ça. J'ai dit fermer ça. Okay. Donc, voyons. Okay. Je stoppe mon partage d'écran. Donc, on ne va pas arrêter l'enregistrement tout de suite. Donc, je vais passer en mode support. Pourquoi? Ben, parce que je veux que vous, pour la balance du cours, vous travaillez sur créer votre base de données avec les bonnes relations, commencer à créer les interfaces usagées nécessaires pour supporter les différentes fonctionnalités, la page de login par exemple, la page qui permet les formulaires d'inscription d'un nouvel utilisateur, les formulaires d'ajout d'une nouvelle activité, la classe activité, le Array Adapter qui permettra de personnaliser l'affichage des actifs. Donc, il y a beaucoup de travail déjà qu'on peut déjà faire à partir des compétences qu'on a déjà. Donc, moi, je vais être là en support pour vous guider ou vous challenger si vous avez des questions par rapport à cette première phase du laboratoire. Et la semaine prochaine, on aura un autre bloc Théo où on se concentrera sur l'envoi et la réception des informations et on aura du travail à faire basé sur ça aussi. Ça va pour tout le monde? Oui, ça va, merci. Oui, ça va. Parfait. Donc, je ferme la réunion. Je vais prendre une petite dizaine, quinzaine de minutes de pause. Donc, je me mets de retour bientôt. Donc, mon statut va rechanger dans une quinzaine de minutes occupé et à partir de là, je serai disponible pour répondre à vos questions de support. Donc, je stoppe l'enregistrement sur ce et je vous vois